Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du bilan de mes lectures du mois de mai. Je vais vous présenter 10 romans. Je commencerai par des romans contemporains et des romans historiques plus ou moins récents. Puis je vous parlerai d'un classique et je finirai par 2 thrillers. Je vous rappelle qu'en barre d'infos en dessous, vous pouvez retrouver des liens directs pour accéder au style de livre qui vous intéresse le plus. Et voilà, c'est parti. Et je vais commencer avec le roman Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet, livre que je ne connaissais pas alors qu'il a eu le prix Goncourt en 2004. Et c'est une personne qui en commentaire sur l'une de mes vidéos me l'a recommandé et je la remercie. On est plongé dans les Pouilles, au sud de l'Italie, dans un tout petit village qui s'appelle Montepulciano. Le récit commence à la fin du 19e siècle et se termine à la fin du 20e siècle, donc voilà, tout un siècle dans ce petit village. Le fil, ce sont les Scorta, une famille qui sue au travail, sous le soleil rude des Pouilles, une famille qui lutte contre la pauvreté et surtout qui a envie de garder la tête haute et tout l'honneur que représente le nom Scorta. Alors, en fait, né d'un criminel, fils lui-même d'un criminel, ce sont les frères Scorta et leur sœur Carmela qui vont être vraiment au centre de cette histoire. Mais finalement, c'est surtout le fil des générations qui se succèdent qui font qu'ils se questionnent aussi sur la condition humaine et la condition humaine et finalement à la fin, au bout de leur vie, de savoir s'ils ont été heureux. L'écriture et le style m'ont beaucoup plu. Le récit est porté par une plume pudique mais forte qui va en fait, ouais, c'est prenant et l'auteur va à l'essentiel. Personnellement, je me retrouve peu je suis peu sensible à la culture italienne, mais bon, là on est en plein dedans, c'est-à-dire des Italiens qui ont du caractère, qui ont l'honneur dans le sang, enfin, voilà, j'ai peut-être une idée un peu stéréotypée de de ce qu'est la culture italienne, de ce que sont les Italiens. Même si certaines choses ne m'ont pas touchée, je ne peux que reconnaître que Laurent Godet a vraiment réalisé un roman profond. Et je comprends donc le succès, le grand succès que ce livre a rencontré. Paru tout récemment, j'ai lu Et vous passerez comme des vents fous de Clara Arnaud. Elle nous embarque dans les Pyrénées à notre époque et l'on suit divers personnages, notamment Gaspard, un trentenaire qui est berger et qui va quitter sa famille, donc sa femme et ses 2 filles, pour faire l'estive, partir dans les montagnes pour s'occuper des moutons. Gaspard a été formé par Jean, un berger qui pratique les choses plutôt à l'ancienne. Mais il y a aussi Alma, qui est biologiste et éthologue, donc elle étudie le comportement des animaux, et notamment pas n'importe quel animal, l'ours. Et en fait, l'ours, c'est le point central du récit, puisqu'ils ont été réintroduits dans les Pyrénées, ce qui cause des soucis, comme vous le savez sûrement, entre bergers et scientifiques, puisque du coup les moutons peuvent être attaqués. Et donc il y a une cohabitation qui est très compliquée, ce qui est donc source de conflits. Par ailleurs, on suit Jules au 19e siècle, à la toute fin du 19e siècle, qui va capturer une petite oursonne et va faire en sorte de la dresser pour qu'elle fasse des spectacles. Il va devenir montreur d'ours. Et pareil, alors c'est par petits bouts dans le récit, c'est disséminé. Donc voilà, on suit tout ça. Globalement, on apprend beaucoup de choses, notamment sur comment procèdent les scientifiques
quelle est la vie des bergers aussi, comment ils procèdent aussi dans leur métier. Et puis on apprend aussi du coup voilà comment ça se passait pour devenir montreur d'ours fin 19e, ce qui est d'ailleurs assez même complètement terrible. Il est question évidemment de nature, donc moi j'ai eu du plaisir à voilà, m'imaginer, à être plongée dans le paysage des montagnes, des prairies, des forêts. Mais ce n'est pas romantisé à outre mesure. On reste quand même vraiment dans quelque chose de très factuel. Malheureusement, l'année précédente, il y a eu un très grave accident et on découvre au fil du livre petit à petit ce qui s'est réellement passé. En tout cas, cet événement a vraiment été très traumatisant pour les locaux, dont Gaspard qui a été mêlé à cet accident. Lors de ces quelques mois d'été, c'est l'occasion de voir aussi toutes les pressions qui pèsent sur Gaspard comme sur Alma, qui sont différentes mais très très lourdes. Il est question aussi des problèmes environnementaux actuels. C'était une bonne lecture. Et puis maintenant, un très court roman, voire nouvelle russe, paru en 1996, écrit par Ludmila Ulitskaya, c'est Soniechka. Alors Soniechka, c'est une femme qui est passionnée de lecture, de littérature. Elle va épouser un homme, un artiste peintre bien plus âgé qu'elle, et ils auront une fille. L'amie, une grande amie de leur fille, lorsqu'ils deviennent jeunes femmes, va devenir la maîtresse du mari de Soniechka, et cela jusqu'à la mort de ce dernier. Ce qui est assez étonnant, c'est le caractère heureux, quoi qu'il en soit, de Soniechka, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, et notamment grâce à son amour de la littérature et de la lecture. C'est vraiment de toute façon ce texte une ode à la littérature. C'est écrit, c'est très bien écrit, c'est en toute simplicité mais grande maîtrise. Et voilà, c'est un très court texte, j'en parle très rapidement, mais j'ai vraiment aimé et je vous invite à découvrir cette nouvelle. Et on va se rendre maintenant aux États-Unis avec le roman La bibliothèque ambulante des Appalaches, écrit par Kim Michelle Richardson. Et c'est un roman qui se déroule en 1936, en pleine Grande Dépression dans le Kentucky, plus précisément dans la région de Troublesome Creek. On y suit Cussie Mary Carter, dernière descendante des peaux bleues. Alors les peaux bleues, c'est à prendre littéralement. Ils ont réellement existé. C'était des personnes qui, à cause d'une maladie génétique au niveau sanguin, avaient réellement la peau bleue. Et comme on le sait aux États-Unis, être quelqu'un de couleur, surtout à l'époque et encore maintenant, ça posait problème, comme pour les Afro-Américains par exemple. Donc Cussie Mary subit du racisme, du rejet, de la discrimination, etc. Elle va quand même réussir à devenir bibliothécaire ambulante. Alors ça, en fait, c'était un métier créé par Roosevelt à l'époque qui voulait aider les personnes pauvres des régions très touchées par la Grande Dépression. Parce que du coup, vraiment, c'était la famine, c'était terrible pour les habitants. Et donc ce métier était créé pour les femmes non mariées ou veuves. Et Cussie Mary va se lancer là-dedans avec sa mule, sa fidèle mule Junia. Elle va arpenter les Appalaches, les montagnes, pour distribuer des livres, des revues aux montagnards, montagnardes, aux enfants, aux adultes, qui sont pleins de joie. De toute façon, on sent vraiment le plaisir
Déjà que si Mary, de partager à ces personnes ces livres parce qu'en fait ils sont avides de connaissances. J'ai pris beaucoup de plaisir donc à suivre cette bibliothécaire qui apporte la joie. C'est l'occasion de découvrir la vie de ces gens dans ces lieux à cette époque. C'est pas du tout un roman feel good, même si le titre, La bibliothèque ambulante des Appalaches, je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça pourrait faire un peu titre de roman feel good, mais alors en fait pas du tout. Il n'y a aucune mièvrerie, c'est très riche. Et d'ailleurs, on y retrouve toute la rudesse du lieu, comme de l'esprit des habitants de ces régions, de cette région pauvre et reculée. Et il y a des moments particulièrement durs. En tout cas, c'était vraiment une très très bonne lecture. Donc je vous la conseille. J'ai passé un moment vraiment délectable. Et aussi parce que j'aime beaucoup, comme vous l'aurez compris, les romans historiques qui se passent aux États-Unis ou en tout cas en Amérique du Nord. Et voilà, une très très bonne lecture. Et pour rester aux États-Unis, j'ai lu Les chercheurs d'or d'Ariel Djanikian, qui nous plonge dans la ruée vers l'or, vers le Klondike en Alaska à la fin du 19e siècle. C'est un roman paru tout récemment. On suit Alice, sœur d'Ethel, Ethel qui est mariée à Clarence Berry et le couple a été dans les premiers à partir dans le Klondike dans cette ruée vers l'or et se sont fait une énorme fortune. C'est même les plus riches de ceux qui retournent ensuite à la fin de l'été en Californie. C'est les plus riches de tous ceux qui en reviennent. Et Alice va partir avec le couple l'année suivante pour travailler avec eux, découvrir la vie là-bas et les aider à continuer à faire fortune. Le périple est particulièrement périlleux, mais ils vont y arriver et Alice va aider au maximum. Il est aussi question des autochtones, dont Jim par exemple qui aide Clarence Berry, et aussi Jane, la sœur de Jim, qui aide à la maison Alice et le frère de Clarence, Henry. En parallèle, en 2015, tout au fil du récit, on suit aussi Anna, descendante des Berry, qui se rend au Klondike en Alaska avec son mari. Elle a été envoyée par son richissime grand-père pour réparer une erreur qui a été commise par leurs ancêtres envers les Lowell. Alors les Lowell, c'est la famille autochtone dont Jim et Jane. En fait, on comprend rapidement qu'il y a eu un meurtre et que le grand-père veut réparer comme il peut, avec de l'argent, cette erreur. On retrouve beaucoup de réflexions sur la colonisation, sur la spoliation des terres aux autochtones, donc ce que je trouvais très intéressant. Il y a même des réflexions aussi sur ce sujet-là, mais aussi à travers la situation actuelle aux États-Unis comme au Canada. Donc voilà, encore une fois, très intéressant. Mais malheureusement, ces histoires de famille, l'histoire globalement, en fait, m'a lassée, surtout sur la fin. Et malheureusement, c'est dommage, mais c'est une lecture qui m'a plutôt déçue. On m'avait conseillé un livre de Philippe Claudel. Moi, jusque-là, je n'avais jamais lu de Philippe Claudel. C'est La petite fille de Monsieur Lin. Et alors, autant on me l'avait conseillé et je me disais que ça allait probablement être un bon livre, autant j'ai été très très surprise car en fait j'ai été extrêmement touchée et voire bouleversée par ce roman et donc c'était assez incroyable. C'est un très court roman mais d'une force et d'une sensibilité incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à être touchée à ce point. Monsieur Lin, c'est un très vieux monsieur
on imagine que c'est la guerre, là où il est. Il doit quitter sa terre qu'il aime tant, ses rizières, la beauté de ce qu'il a toujours connu, parce que voilà, son fils et sa belle-fille ont été massacrés. Il ne lui reste plus que sa petite fille, un nourrisson, et c'est tout l'or du monde pour lui. Il va vouloir la sauver à tout prix, et même si lui-même est dans un état très précaire, ça va le faire tenir debout, ça va lui faire donner de la force pour aller de l'avant. Et après un voyage en bateau de 6 semaines, ils vont débarquer en terre inconnue, occidentale, et vont être accueillis comme réfugiés. Alors on ne connaît pas les lieux. La terre occidentale, je me suis dit que c'était peut-être une grande ville des États-Unis, mais j'en ai aucune certitude. En tout cas, voilà, Monsieur Lin est triste et faible, mais il a sa petite fille, et un jour, sur un banc, il va rencontrer un homme triste lui aussi. Et même s'il y a une barrière linguistique, puisque Monsieur Lin ne parle pas la langue, va naître une amitié, mais une amitié profonde qui transcende tous les échanges communs habituels. C'est à travers les sourires, la bienveillance, le soutien, des fois juste par un geste, une main tendue, qui vont renforcer vraiment ce lien causé par la solitude et la perte. Le roman est beau, il est beau, sensible, doux. Je l'ai trouvé vraiment très 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 émouvant, et tout ça avec beaucoup de subtilité. Philippe Claudel aborde la vie de la manière la plus essentielle qui soit, sans embâge, et vraiment cette lecture m'a extrêmement émue, et je vous recommande grandement de lire ce roman. Je vais vous parler maintenant du roman Un monde de ciel et de terre de Alexander Emon, qui est né à Sarajevo et qui est maintenant professeur à Princeton, à l'université des États-Unis Princeton, comme professeur de création littéraire, donc rien que ça. Ce roman, paru en 2023, n'est pas forcément accessible à tout le monde, en tout cas pas aux personnes qui aiment les romans, les histoires, les styles d'écriture assez simples et accessibles, car moi j'ai dû me rendre compte très rapidement que beaucoup de choses m'échappaient, que ce soit dans les noms des lieux, les choses historiques, et même les langues, parce qu'en fait l'auteur ponctue tout le récit de passages entiers en langue étrangère, nombreuses langues étrangères, sans qu'on ait de traduction. Donc ça peut être un petit peu perturbant. En tout cas, bon, moi j'ai trouvé finalement que ça donnait encore plus de richesse à ce texte, même si rien n'est servi sur un plateau. Et j'ai trouvé vraiment tout cela très intéressant. Le récit débute à Sarajevo le 28 juin 1914, où Pinto, qui est juif, séfarade, homosexuel et apothicaire, assiste à l'assassinat de François Ferdinand. Il va être propulsé dans les tranchées en Ukraine pour donc le début de la Première Guerre mondiale, mais l'auteur ne s'étend pas trop, même malgré voilà, la dureté de la guerre. Tout le roman, en fait, est une fresque qui va de la Première Guerre mondiale à ce qui se passe en Galicie, au Turkestan, à Shanghai. On va suivre Pinto à travers des guerres, des guerres, des guerres. Il y en a beaucoup, il y en a partout, et il est toujours question de survie. Mais lors de la guerre des tranchées en Ukraine, Pinto va rencontrer Osman, un autre soldat, et entre eux va naître un amour, un très bel amour, un amour véritable, qui n'a rien à voir avec le désir sexuel que pouvaient ressentir les soldats dans les tranchées. Et c'est aussi à travers cet amour, cette beauté, que malgré la dureté de cette histoire, à travers, comme je le disais, ces questions de survie tout le temps,
c'est aussi, malgré l'absence, l'amour qui fera que on tient debout, on avance et que la survie a un sens. C'est une lecture, donc comme je disais, relativement exigeante, mais finalement, moi je l'ai trouvée très prenante. Et finalement, bon, j'ai trouvé ça très intéressant, dur, mais émouvant. Et je recommanderais encore une fois à ceux qui pourraient être intéressés par ce genre de texte, je le recommanderais vivement. Et on va rester sur la thématique de la Première Guerre mondiale avec un classique, un grand classique, À l'Ouest, rien de nouveau de Éric Maria Remarque. Donc c'est un livre phare hein, sur la Première Guerre mondiale qui a été écrit que 10 ans après la fin de la guerre, et même si c'est fictif, c'est quand même un témoignage puisque l'auteur a lui-même combattu pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, combattre. Il était surtout question de survie. Survie dans un combat imposé, absurde, extrêmement violent, déroutant. Là, c'est du côté des Allemands, mais en même temps, ça change absolument rien de toute cette atrocité. Au final, ce qui est décrit dans ce livre, on connaît, c'est-à-dire les obus, les gaz, les tranchées, les morts énormes qui s'accumulent avec des morts lentes et extrêmement douloureuses. C'est juste atroce, atroce. Mais justement, l'auteur y apporte tellement de détails, tellement de réalisme dans cette atrocité que ça en est dur, mais vraiment dur en tant que lecteur-lectrice. Moi, j'ai dû des fois faire des pauses parce que je trouvais ça vraiment dur, encore une fois. Lors d'une permission, le personnage principal se retrouve dans son village et il est en total décalage, comme on peut l'imaginer, entre ce qu'il vit au front et là, la vie à l'arrière. Et il est donc incapable de parler, d'expliquer ce qui se passe au front. Et enfin, je sais pas, je me suis mis à sa place et je me dis, on comprend en fait, là, on est tellement dans un monde inhumain où au front, ce sont juste des bêtes, que revenir dans un monde dit civilisé n'a plus de sens en fait. Enfin, on n'est plus adapté en fait. L'écriture est de grande qualité et j'ai beaucoup aimé comment l'auteur amène les choses, construit son récit. J'ai trouvé ça vraiment très très bien pensé, très très bien fait. Et il y a un passage dans le roman qui m'a fait penser à un film France qui est sorti en 2016. Je vous dis pas quoi exactement, mais en tout cas, si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille vraiment grandement. Parce que moi, ça m'avait beaucoup beaucoup plu. Et voilà, il y a des petites choses qui font écho. Et maintenant, on va passer au thriller avec L'été de Katia de Trévagnan. Ce roman est assez étrange. Ce n'est qu'à la fin qu'on comprend que c'est un thriller. Tout le reste du livre est très agréable à lire, mais j'ai cru qu'il y avait erreur. J'avais lu que c'était un thriller, mais je me suis dit, oula, c'est bizarre quand même, mais en fait, si, si. Donc voilà, tout le récit se passe dans le Pays Basque. On y suit Jean-Marc, qui est aussi le narrateur, qui, après ses études de médecine, revient au pays. On est en été 1914, c'est encore la belle époque, c'est juste avant le début de la Première Guerre mondiale, cette fois. Et voilà, Jean-Marc est censé travailler en tant que jeune médecin, mais en fait il va tomber amoureux de Katia, une jeune femme riche, bourgeoise, qui est très sagace, intelligente, pleine d'humour, vive. Et il va plutôt, voilà, plutôt que de travailler, il va passer son temps avec Katia et chez Katia.
Et dans la demeure vit aussi Paul, le frère jumeau de Katia, qui lui, pour le coup, paraît assez infect, a des revirements un peu étonnants dans sa manière de se comporter. Et il y a aussi le père qui est un petit peu à côté de la plaque, mais qui est très sympathique et qui est passionné d'histoire médiévale. Donc voilà, tout le roman se déroule ainsi jusqu'à des fêtes basques vraiment pleines de gaieté, tout ça, avant la fin. La fin qui est vraiment un cauchemar, qui est glauque, qui est voilà, terrible, mais autant dans le glauque que dans le psychologique. Mais voilà, c'est un roman que j'ai trouvé vraiment très surprenant, agréable quand même. En tout cas, globalement, il ne m'a pas déplu. C'était appréciable d'ailleurs d'avoir via notre narrateur, d'avoir les pensées, les réflexions de Jean-Marc, le médecin. J'ai trouvé que vraiment c'était très pertinent. Et pour ce qui est de la fin, en fait, il y avait plein de moments que j'ai pris comme anecdotiques dans le récit et évidemment, voilà, aux révélations finales de ce thriller, d'un coup, ça fait tilt, ça fait mais oui, en effet, je comprends mieux. Donc bref, une bonne lecture. Et pour finir, un thriller, roman d'enquête, assez original aussi, mais différemment, publié en 2008, c'est Les Visages de Jesse Kellerman. Alors on y suit Ethan Muller, un galeriste à New York, voilà, un riche galeriste à New York, qui va se retrouver en possession de dessins assez incroyables, retrouvés dans des cartons d'un appartement abandonné. C'est le frère de Ethan Muller qui lui a donné le filon, hein, qui lui a dit viens là, il y a des dessins là, jette-y un coup d'œil, il y a quelque chose là. Et donc la personne qui a fait ces dessins, réalisé ces dessins, s'appelle Victor Crack, sauf que impossible de le trouver, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qui c'est, si ce n'est qu'il habitait là, qu'il a fait ses dessins et qu'il s'appelait comme ça. Cette exposition des dessins de Victor Crack va faire vraiment énormément d'effets. Ces dessins vont être vendus à des sommes incroyables. D'ailleurs, l'auteur en profite pour bien critiquer le milieu richissime de l'art aux États-Unis comme ailleurs. Et un policier à la retraite, qui est d'ailleurs en très mauvaise santé, va contacter Ethan Muller pour lui dire que, sur ces dessins où on voit beaucoup de visages, il retrouve les visages d'enfants qui ont été assassinés, et même pire. Et donc, Ethan va commencer à se poser la question de savoir s'il n'est pas juste en train d'exposer et de vendre des toiles d'un tueur psychopathe. Il va donc vouloir enquêter sur Victor Crack. Qui est cet homme? Où se trouve-t-il? Est-ce que ça a réellement un lien avec le meurtre des enfants ou pas? Si l'affaire fait froid dans le dos, l'auteur ne s'appesantit absolument pas sur l'aspect glauque des choses. Il y a des situations en effet pas très plaisantes, mais c'est pas gratuit. Et on va suivre en fait petit à petit, c'est comme dans la vie, hein. Il y a des rencontres, il y a des gens, hop, on les croise, on les perd, il y en a d'autres choses, d'autres. Ça évolue, j'ai trouvé ça pas mal, cette façon de construire le récit où on suit vraiment Ethan dans son enquête qu'il fait comme il peut, les rencontres qu'il fait, les révélations, sachant que à travers le livre, le livre est ponctué aussi de passages sur la famille de Muller, la famille d'Ethan, avec des moments clés de la généalogie d'Ethan Muller, qui va avoir d'ailleurs bien sûr un lien avec le dénouement final.
C'était vraiment une bonne lecture. J'ai apprécié, j'ai été happée. Non, non, j'ai... Ouais, ouais, un bon thriller, un très bon thriller même. Voilà pour ce bilan lecture du mois de mai 2024. J'espère que cela vous aura intéressé. Peut-être que vous avez repéré des livres qui pourraient vous donner envie, je l'espère. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi ce mois-ci, j'ai fait pas mal de lectures sur le sujet. En tout cas, j'espère que voilà, encore une fois, ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.